sur Blueprint. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche numéro 121, épisode estival, parce que oui, on a 3 jeux notamment dont on veut vous parler. Avec moi, ce n'est pas Lady Gaga qui chante Zizi Jean-Mer, mais c'est Lou Lassina Foubert, la rime est respectée. Salut Lou. Salut. Écoute, je peux chanter du Zizi Jean-Mer aussi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Pourquoi pas, mais lors de la même cérémonie, en même temps, on a eu un petit peu de Mylène Farmer, donc je me dis que ça te collerait mieux au final. Ah bah heureusement, sinon j'étais prêt à manger mon chapeau. La culture française, mesdames et messieurs. Au programme donc de cet épisode, nous allons vous parler de Luigi's Mansion 2, de Shim, de Nintendo World Championships NES Edition, mais aussi le courrier un petit peu via le concours, ainsi qu'un nouveau concours. Rendez-vous plus tard dans l'émission pour savoir de quoi il est question, mais avant ça, un petit peu d'actu, et d'abord un petit feedback sur le sondage de la cartouche. Tu t'en souviens, Lou, que nous avons fait courir ces derniers temps, et les résultats ont été assez clairs depuis un moment, hein, mais on a quand même laissé courir le sondage pour voir ce que ça donnerait, et pour vous donner quelques grands résultats, c'est assez clair que vous souhaitez avoir un peu plus d'épisodes de la cartouche dans le mois, donc c'est des choses qui seront à venir à partir de la rentrée de fin septembre, ainsi que des épisodes qui restent variés, avec plusieurs sujets à l'intérieur, pas des épisodes monothématiques. Donc ça va être un petit challenge pour nous de mettre ça en place, mais c'est un challenge intéressant, et donc on va s'y mettre pour le mois de septembre. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu au sondage. Le reste nous permet aussi d'avoir une bonne idée de qui vous êtes un petit peu en tant qu'auditrice et auditeur, et ce que vous attendez de l'émission. La cartouche comme podcast de complément, c'était déjà quelque chose qu'on avait en tête, mais ce sondage vient le confirmer. Donc voilà, ça nous met dans cette jolie petite situation pour votre podcast d'actu jeux vidéo de complément. Mais complément, pour moi, je trouve que c'est un petit compliment. Et puis, un retour sur autre chose, on a beaucoup parlé de Paper Mario La Porte Millénaire lors du précédent épisode, et on a notamment parlé des changements dans la traduction vis-à-vis de la représentation trans à l'intérieur du jeu, et je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux sur exactement ce qui s'était passé entre les différentes versions du jeu, que ce soit donc la version GameCube et la version Switch, ou les différentes traductions de ces deux mêmes jeux, et une vidéo explicative, alors certes en anglais, mais je pense qu'une partie d'entre vous déjà peut en profiter, est en lien dans la page de cet épisode-ci, ou dans la description de cet épisode-ci dans votre appli podcast, et qui montre bien, on va dire, comment est-ce que les choses ont évolué à la fois à travers le temps, en même temps comment est-ce que l'acceptation des personnes trans a également évolué au Japon, et c'est encore une merveilleuse vidéo de la chaîne qui s'appelle Moon Channel sur YouTube, et qu'on ne saurait trop recommander. Voilà pour les deux petits grains d'actualité, de l'actu qu'on reverra d'ailleurs dans la hype tout à l'heure avec Lou et avec moi, mais sans plus attendre, on peut déjà se lancer dans le premier jeu. Et Lou, le premier jeu, c'est Luigi's Mansion 2 HD, annoncé il y a un peu moins d'un an, c'était en septembre de l'année dernière lors d'un Nintendo Direct. Ça sort exclusivement sur Switch depuis le 27 juin. C'est développé, porté par Tantalus Media, qui est familier des portages sur différents supports, au prix de 78 francs suisses ou 60€. Et la première question concernant ce Luigi's Mansion 2 HD, je crois qu'on connaît toutes et tous bien la formule d'un Luigi's Mansion, on va chasser du fantôme dans différents manoirs, c'est: est-ce que c'est un bon portage par rapport à la version 3DS sortie il y a environ 10 ans, Lou? Donc oui, alors effectivement, comme tu dis, déjà c'est un portage. Faut bien avoir en tête que c'est une copie carbone en fait de ce qui existait sur 3DS. Et juste pour resituer un peu cet épisode par rapport aux deux autres qu'on connaît, Luigi's Mansion 1 sur GameCube et le 3 qui est sorti sur Switch. Je crois que c'est 1 ou 2 ans peut-être après la sortie de la console. Ouais. La construction est différente, c'est une construction au niveau. Donc ça on y reviendra pour la perspective du est-ce que c'est un bon jeu. J'ai ma petite théorie là-dessus. Alors, sur la question du portage, basiquement j'ai envie de dire que oui, c'est un bon portage dans le sens où il est effectivement plus joli que le jeu d'origine. Il n'apporte pas de contenu supplémentaire, mais en tout cas on peut dire qu'il est mieux, il est plus agréable à l'œil et les contrôles répondent bien. Donc là basiquement on peut dire que c'est un bon portage. En revanche, comme il arrive après le 3,
c'est difficile de pas faire la comparaison. Et c'est difficile de pas remarquer que Luigi's Mansion 3 est infiniment plus beau que le 2. Mais vraiment, au niveau des effets de lumière, de texture, de rendu, le 3 a vraiment step up de manière incroyable. Et là, avec ce 2, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un jeu Switch, en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Tu sens que c'est vraiment un jeu qu'on a sorti là pour remplir un calendrier qui n'en finit pas de s'étendre. Donc c'est ça, moi, qui me pose un petit problème. Mais bon. Pour moi, j'abonde totalement dans ton sens. Luigi's Mansion 2 HD en tant que portage, c'est un jeu qui est très propre d'un point de vue notamment visuel. Tu l'as dit aussi d'un point de vue des contrôles, bien sûr, il n'y a pas de souci de ce côté-là, j'en ai pas pu en remarquer en tout cas, mais du point de vue visuel, c'est un jeu qui est très propre au sens où on sentait que le jeu était étriqué, était coincé sur 3DS, que le jeu était ambitieux pour la 3DS, mais paradoxalement, il ne l'est pas du tout pour la Switch. Évidemment, il y a un gap, il y a un fossé qui sépare les deux machines d'un point de vue de puissance, d'un point de vue de possibilité. Fossé qui est bien illustré d'ailleurs par Luigi's Mansion 3, qui est notamment par Digital Foundry reconnu comme un des jeux first party les plus beaux, les mieux exécutés d'un point de vue visuel de toute la console. Donc d'une certaine manière, cette comparaison, elle est presque pas fair play, parce que Luigi's Mansion 3, c'est une pointure. D'un point de vue de réalisation. Maintenant, en termes de portage, le seul reproche que j'aurais à lui apporter à ce 2 HD, c'est l'écran titre, bizarrement, que je trouve moche, que je trouve vraiment très artificiel. Il n'y a pas de... Il y a pas d'art dans l'écran titre de Luigi's Mansion 2 HD, c'est une formalité, en quelque sorte. On te demande juste de valider ta manette, et on passe à la sélection des fichiers de sauvegarde et c'est tout. Donc non. Par contre, bonne nouvelle, on garde la possibilité d'avoir 3 fichiers de sauvegarde par profil Nintendo Switch, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'avoir plein de possibilités de faire refaire le jeu à sa manière, peu importe, en gardant le même unique profil sur sa console, ce qui est toujours un plus. C'est toujours regrettable quand un jeu n'a qu'un seul fichier de sauvegarde par rapport à son profil. Super Mario Bros Wonder, je te regarde en disant ça. Donc oui, voilà. En termes de portage, c'est honnête, c'est efficace, ça n'apporte rien. Il porte très bien son nom de 2 HD. C'est vraiment le 2 en HD. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est un bon jeu ? Lou, justement, sur cette structure chapitrée en différents manoirs, c'est-à-dire 5 ou 6 chapitres pour, sauf erreur, 5 manoirs, c'est peut-être là que tu commences à tiquer. Ah mais oui, mais moi j'aime pas, mais ça fait combien de temps qu'on en parle dans ce podcast, enfin dans ces podcasts, dans tout ce qu'on a fait. La structure en niveau, pour moi, n'a pas de sens ni dans cette série ni dans la série Paper Mario. Je fais toujours le rapprochement entre les deux. Les Paper Mario qu'on a eu sur console portable, qui adoptaient un petit peu cette structure en niveau. Et franchement, ça ne me convient pas. Et l'exploration telle qu'elle est dans Luigi's Mansion 1 et Luigi's Mansion 3, une exploration continue où tu explores de plus en plus de pièces, enfin un petit peu comme dans un survival horror, comme dans je sais pas moi, Resident Evil, le premier du nom. C'est ça qui fonctionne, c'est pas du tout le fait de retraverser 100 fois les mêmes pièces, etc. Donc ça m'avait fait complètement tomber la cartouche à l'époque, parce que je suis déjà pas un grand joueur de console portable de manière générale en dehors des jeux Pokémon. Là j'ai réussi à le finir quand même, malgré tout, je me suis accroché. Mais il m'a pas emporté comme a pu m'emporter le 1 et le 3. Donc c'est pour moi c'est un petit Luigi's Mansion qui apporte quelques bonnes idées effectivement quand tu le compares au premier, mais là aussi si tu passes après le 3, en fait c'est très bizarre de sortir ce 2 HD après le 3 parce qu'il y a vraiment rien, littéralement rien qui soit mieux dans le 2 par rapport au 3. Même le multi, du coup dans le 3 tu trouves le même multi mais en mieux. Les interactions avec l'environnement sont mieux dans le 3. Il y a vraiment rien, il y a rien qui est bien. Donc on va dire c'est pour la culture de dire j'ai fait la trilogie quoi, simplement, à mon sens.
C'est compliqué. Je serais peut-être pas aussi dur que toi, mais clairement sur la structure en chapitre, on voit l'héritage de la 3DS. Tu disais le Paper Mario portable, donc c'est Paper Mario Sticker Star en l'occurrence, et les deux souffrent du même problème, qui sont effectivement des licences qui étaient auparavant sur console de salon, respectivement Paper Mario et Luigi's Mansion, qui ont été apportées sur une console portable parce qu'elle était techniquement en mesure, même si pour Luigi's Mansion c'était limite à l'époque de la 3DS, de faire tourner ça de manière satisfaisante. Mais du coup, on se confronte à deux problèmes avec ça. Le premier, c'est celui du coup de l'adapter pour une entre guillemets consommation sur console portable, d'où dans les deux cas le découpage en niveau ou en chapitre. Et puis de l'autre côté, des contrôles qui sont là aussi un petit peu à l'étroit sur une console portable pour pouvoir un petit peu tout faire. Et ce qui est étrange d'ailleurs dans cette version Switch, c'est que si les contrôles fonctionnent bien, globalement ils répliquent ce qui était déjà sur 3DS. Alors, ce qui est une bonne nouvelle pour moi en tant que personne en situation de handicap, parce que je peux jouer avec mes pieds à Luigi's Mansion et ça passe, mais j'ai pas besoin d'un deuxième stick, etc. Enfin, pour moi, c'est cool. En termes d'accessibilité de ce point de vue-là, c'est cool. Mais de l'autre côté, on se retrouve encore avec cette situation où t'as plein de boutons qui font plusieurs actions à la fois. Et ça, c'est clairement un héritage déjà de la version 3DS. C'est consubstantiel à Luigi's Mansion 2 visiblement, qui est de baisser et de courir avec le même bouton, par exemple, de baisser la vue et de courir avec le même bouton, ce qui est un poil étrange. Et t'as plusieurs comme ça boutons qui servent plusieurs usages littéralement en même temps et qui sont plus ou moins activés de manière contextuelle suivant si tu les laisses appuyer longtemps ou pas, ou si tu bouges ou pas en même temps que tu les appuies. C'est un peu il faut s'y habituer, disons, il faut s'y faire. Maintenant, sur l'intérêt du jeu lui-même, je trouve comme toi que le premier épisode est excellent en son genre, que le troisième part dans une direction différente, et que c'est l'épisode du compromis, Luigi's Mansion 2, c'est l'épisode qui vient dire, bon, c'est une licence AAA, donc on peut plus se limiter à un jeu qui fait quelques heures et qui fait un seul manoir, donc on a besoin d'allonger la sauce en ayant plusieurs manoirs, en te faisant refaire plusieurs fois les mêmes pièces, en te faisant courir un petit peu dans tous les sens, en ayant plus de choses à collecter, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose d'ailleurs, et sans, on va dire, refaire la critique de Luigi's Mansion 2 10 ans après. On revoit les mêmes problèmes, et finalement on découvre un jeu, je trouve, et désolé, je sais que tu aimes bien cette licence, cette série-là, et que d'une certaine manière j'utilise ça comme comparaison négative, mais j'y vois un peu un parallèle avec les jeux Lego. Les jeux Lego de Traveler's Tale, où tu vas recombattre des vagues d'ennemis en retraversant parfois certains lieux avec des petits puzzles, mais qui sont extrêmement simples. D'une certaine manière, et un jeu qui a perdu pas mal de sa personnalité par rapport au premier épisode, là où justement les fantômes, et c'est la question qu'on allait évoquer après, au niveau du bestiaire, je sais que c'est une question un petit peu complexe, parce qu'encore une fois, c'était pas facile de faire sur 5 manoirs toute une sélection de fantômes avec une petite histoire à chaque fois, en les personnalisant à chaque fois, ça aurait été beaucoup. Mais du coup, le jeu a pas mal perdu de sa personnalité en cela, et c'est dommage. Ceci étant, je tiens à remarquer une chose, qui est que certains défis, certains chapitres changent. Alors déjà, les situations changent, certes on retraverse les mêmes pièces, mais elles ne sont pas nécessairement peuplées de fantômes à chaque fois, et du coup le bestiaire que tu rencontres dedans change un petit peu, mais même à chaque fois que tu meurs, il se peut que certaines situations changent d'une vie à l'autre, en quelque sorte. Et ça c'est assez malin, parce que quitte à avoir le caractère un petit peu répétitif de mourir dans certaines situations, autant avoir un petit peu de variété, et typiquement des défis où il faut aller aspirer des araignées dans le premier manoir. Si tu meurs dans cette mission-là, l'endroit où tu vas aller aspirer des araignées peut changer dans le manoir. Et c'est mieux que rien, c'est une bonne idée d'avoir fait varier ça dans les différentes pièces du manoir, quitte à avoir comme ça un grand espace, autant s'en servir. Et ils s'en servent, ce qui est une bonne chose. Lou, tu voulais réagir sur le bestiaire? Oui, simplement, c'est vrai qu'il est un peu plus étendu que dans le premier, et heureusement, il y a l'apparition de fantômes assez costauds et assez intéressants. Je pense à celui qui est invisible et que tu dois repérer vraiment au niveau des changements au niveau de la surface de l'eau ou du sable, mais que l'on va retrouver aussi de mémoire dans le 3, où il y a les gros bras, donc l'espèce de gros fantômes carrés assez bourrins qui sont aussi apparus là, et que l'on retrouve dans le 3. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très importantes, et c'est vrai que sans Luigi's Mansion 2, il n'y aurait pas eu Luigi's Mansion 3, Ectochien par exemple aussi. Donc il apporte quand même de l'eau au moulin, mais
qui est dommage, c'est qu'on a vraiment 5 manoirs avec des styles assez différents. Il y en a un qui est tourné autour de la végétation, par exemple. Un, c'est une usine d'horlogerie. Il y en a un autre, c'est quoi? C'est une mine glacée. Et le dernier, c'est un peu un best-of de tous les univers que tu as croisés, qui est d'ailleurs le meilleur manoir parce que c'est le plus grand aussi. Et je pense que clairement, ce qu'on attend un petit peu de ce jeu, c'est d'explorer des zones qui soient à peu près immenses. Et le défi était vraiment extrêmement bien pensé au niveau de l'interaction avec l'environnement, les téléporteurs, etc. Qui est assez ardu, je pense, ce dernier niveau. Au moins pour tout débloquer. Ouais. Mais ça manque effectivement de fantômes spécifiques, on va dire, à chaque situation, à chaque manoir. Et par exemple, les fantômes, on va dire les habitants qu'on avait dans Luigi's Mansion 1, ceux qui habitaient vraiment dans la maison, enfin en tout cas ceux qui avaient un rapport un peu plus fort et une histoire un peu plus forte, n'existe plus du tout. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que ça ajoutait un petit peu du corps et de la réalité géographique à l'exploration. Là, on a l'impression de visiter des manoirs ou en tout cas des constructions qui n'ont jamais été autre chose que des constructions hantées en fait au final. Il y a un manque on va dire d'histoire simplement de ces lieux à visiter, ce qui est un tout petit peu dommage. Alors je sais que ce n'est qu'un Luigi's Mansion, c'est pas Fallout, hein, mais c'est ce qui fait qu'on rentre un peu plus dedans quand même. Je trouve que la narration passive dans Luigi's Mansion 3 était beaucoup mieux rendue par exemple sur le côté hôtel, même si c'est un faux hôtel. Là pour moi il y a un côté en toc en fait, comme tu disais au début du podcast où c'était propre en fait finalement le rendu est propre, mais je dirais presque trop propre en fait par endroits, même visuellement. Plastique. Tout paraît trop clean. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que je parlais de Lego tout à l'heure. Ouais, ça fait exactement ça. Il y a un côté parc d'attractions de ce Luigi's Mansion 2. Là, on veut que c'est quand même un jeu exploration de maison hantée. Donc, il faut que ce soit un minimum cracra. Et ils n'ont pas réussi à rendre ce côté cracra, malheureusement. Un minimum. Même pour un Nintendo. Je suis bien d'accord. Et encore une fois, ça montre à quel point ces 3 jeux sont très différents dans cette licence Luigi's Mansion, malgré le point commun du jeu d'horreur avec Luigi qui prend la trouille à chaque fois. À qui est-ce qu'on peut le conseiller, Lou? Pour qui est ce jeu? Vraiment, si vous avez Luigi's Mansion 3, déjà, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de refaire ce jeu en moins bien? Très 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 clairement. Et inversement, si vous l'avez pas, vous devriez plutôt faire Luigi's Mansion 3 au même prix, honnêtement. Donc je suis très embêté pour à qui le conseiller. Moi je le conseillerais aux gens qui sont en 2000. En quelle année il est sorti sur je crois 3DS. 2014. Et ben voilà, je conseillerais aux gens qui sont en 2014 avec une Nintendo 3DS. Voilà. Donc aujourd'hui en 2024, franchement je sais pas. Si vous êtes fan vraiment de la licence, que vous adorez Luigi's Mansion et que vous ne l'avez jamais fait, complétez peut-être votre collection en faisant cet épisode supplémentaire. Mais en vrai, le multi est mieux sur le 3, graphiquement c'est mieux sur le 3, les niveaux explorés sont mieux sur le 3, le gameplay est plus intéressant sur le 3, c'est plus beau sur le 3. Je sais pas comment défendre, je suis désolé. Donc voilà. Nintendo il est bien, le choix. mais il est bien, mais c'est un jeu d'il y a 10 ans. Nintendo avait le choix entre amener l'épisode GameCube et celui-là, et je crois qu'ils ont fait le mauvais choix. On va être très franc. Parce que Nintendo a déjà ramené des jeux GameCube sur Switch. On en a parlé le mois dernier avec Paper Mario, la porte millénaire, mais on en a aussi parlé, enfin, même si plus dans l'actu et moins en test, de Pikmin 1 et 2 par exemple. Donc je suis un petit peu embêté, parce que moi je conseillerais effectivement, comme tu le dis, Luigi's Mansion 3 sur Switch, ou alors si vous en avez la possibilité, le premier qui est sorti sur GameCube et qui a été refait ensuite sur 3DS. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les gens s'y sont pas trompés depuis qu'il est sorti. Je suis allé regarder sur certaines boutiques en ligne et je vois Luigi's Mansion 3 qui aujourd'hui se vend mieux que Luigi's Mansion 2 HD par exemple. Et c'est assez parlant à mon avis, donc c'est un peu embêtant. À qui je le conseille? À la personne qui a la complexionnite aiguë et qui veut les avoir tous faits et qui n'aurait pas fait Luigi's Mansion 2 HD, mais très clairement, c'est le moins bon de la série. Après, ça n'en fait pas un jeu horrible pour autant, c'est un jeu qui est très moyen.
qui est médiocre au sens du dictionnaire, si vous préférez. Et puis surtout, il y a la question du prix. Moi, je suis désolé, mais 78 francs, 60 euros pour Luigi's Mansion 2 HD, la conversation serait différente s'il était à genre 40 voire 30. Mais oui, c'est ça. Il faut le prendre en promo, il faut le prendre en occasion, mais vraiment à plein prix, neuf. Ouais. Ah, et c'est marrant parce que tu vois, tout en parlant des Paper Mario, etc., tout ça, puisque là ils ont sorti le 2 plutôt que le 1. Oui. S'ils ressortaient le remake de Paper Mario 1 après Paper Mario la porte millénaire, bah là je le conseillerais quand même, tu vois, parce que c'est une aventure différente, très intéressante, qui apporte autre chose. Mais pour moi, Luigi's Mansion 2, finalement, en fait, n'apporte rien aujourd'hui à la saga Luigi's Mansion. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il y a pas d'intérêt. Moi, désolé, hein, c'est un jeu vraiment. Si vous avez, si vraiment vous regardez pas vos sous, prenez-le. Mais si vous devez faire des choix au niveau des jeux, non mais vraiment, si vous devez faire des choix, si pour vous acheter un jeu c'est un vrai engagement, honnêtement, choisissez autre chose. Il y a bien mieux. Hein, il y a des soldes dans tous les sens en ce moment, que ce soit sur les boutiques en ligne ou sur les boutiques officielles associées à vos consoles ou à votre PC, que franchement ça ne se justifie pas. Effectivement, c'est au final le bon portage d'un jeu très moyen. Je crois que c'est comme ça qu'on peut parler de Luigi's Mansion 2 HD. Bien, et ben écoute, dans ce cas-là, on va dans une direction tout à fait différente. Juste, pardon, avant, vous rappelez quand même que donc on l'a testé sur des codes éditeurs, donc envoyés par Nintendo, que c'est sorti sur Switch le 27 juin, développé par Tantalus Media. 78 francs suisses, 60 euros. Tu l'as terminé. Je n'ai pas terminé cette version-là. Je n'ai pu y jouer que quelques heures. Par contre, inversement, tu n'avais pas terminé la version 3DS, et moi oui, voilà. On passe à Chim, si tu veux bien. Lou, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà sur quelle console ça sort et à quel prix? Alors, je suis très étonné parce qu'au début, je croyais que tu allais nous parler du nouvel album de Chime, mais non, c'est bien Chim, qui est sorti sur Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series sur PC. Il est sorti le 18 juillet. Il a été fait par Ewood van der Werf et Niels Slischkerman. Voilà, je fais ce que je peux avec les noms, sachant que j'ai grandi à côté de la frontière belge. Nice. Et on le trouve au prix de 28 francs suisses ou 25 euros. La première question que j'ai envie de te poser, parce que tu nous en as un petit peu parlé la fois dernière dans l'épisode précédent, mais c'est qu'est-ce que c'est que ceci? Ouais, effectivement, j'en ai parlé dans la hype et je me suis retrouvé très heureux avec une clé que j'ai pu demander. J'ai eu la chance qu'on me dise oui, donc c'était assez dingo de voir ce jeu-là que j'attendais depuis un moment, qui était présenté dans les présentations Wholesome Games, donc les jeux tout doux, les jeux confort, depuis plus d'un an, je crois bien. Chim, c'est un jeu de plateforme dans lequel on doit aller d'un point A à un point B dans un espace vu en vue isométrique, mais on peut changer la vue dans les 4 directions à l'appui des différentes gâchettes, et on saute donc d'ombre en ombre dans cette 3 dimensions vue isométrique pour rejoindre un point B, et le point B c'est très souvent ce qui va nous permettre d'essayer de retrouver la personne à qui l'on appartient, puisqu'on est une petite créature qui saute d'ombre en ombre, et notre but c'est de revenir dans l'ombre de la personne avec laquelle on était associé auparavant, et pour ça il va falloir traverser la ville, il va falloir traverser un supermarché, il va falloir traverser une usine notamment, et voilà, c'est la petite idée derrière ce jeu. C'est un peu, tu sais, comme le principe de quand tu es enfant et que tu sautes de ligne en ligne sur le chemin, ou que tu sautes d'ombre en ombre, ou que tu essayes d'éviter le sol parce que le sol, c'est la lave. C'est un petit peu le même principe. Tu sautes d'ombre en ombre, et l'idée c'est de trouver le bon chemin pour arriver à ton point B, à chaque fois sur des petits écrans qui durent quelques minutes, et où il faut trouver son chemin, bêtement. Alors c'est marrant parce que c'est une idée qui me hante depuis que je suis tout petit, parce que je suis sûr de l'avoir vu dans une œuvre, un film ou je sais pas quoi, et c'est un peu le jeu dont j'aurais toujours rêvé. Mais c'est vraiment une idée, je te jure, qui était très ancrée en moi, cette idée d'être une ombre et du coup de pouvoir se cacher dans l'ombre et de sortir d'ombre en ombre. Je sais pas d'où est-ce que ça m'est venu étant jeune, mais ça me fait penser. Alors
toute proportion gardée, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à Ghost Trick dans ce principe de finalement aller comme ça de proximité en proximité, et je trouve qu'il y a un côté très jouissif finalement de réexplorer un environnement, si je comprends bien, très connu, très quotidien, enfin en tout cas très classique, mais avec des contraintes qui sont autres que des contraintes physiques humaines finalement, qui ont un déplacement géographique, et là un déplacement on va dire limité à l'ombre en fait finalement, donc ça te crée des nouvelles barrières, c'est ça qui est intéressant. Et tu changes la perspective, ce qui te permet parfois de voir l'ombre de manière différente, et la comparaison avec Ghost Trick n'aurait pas pu être meilleure, je te félicite pour avoir fait ce parallèle. Écoute, ça m'est venu comme ça, mais quand tu l'as expliqué, tout de suite ça s'est imprimé en moi. Parce que tu as deux possibilités, si tu veux, quand tu es dans un cul-de-sac et que tu te dis mon Dieu je peux pas bouger, tu as deux possibilités. La première c'est d'attendre qu'il y ait un objet mouvant, comme par exemple une personne, un véhicule, etc. passe à côté de toi pour pouvoir profiter de cette ombre, un petit peu comme une personne sans domicile fixe dans l'Ouest américain sauterait sur un wagon de train pour essayer d'aller un petit peu plus loin, un petit peu ailleurs. Et puis de l'autre côté tu as la possibilité, comme dans Ghost Trick, d'avoir juste une petite action en fonction de l'objet sur lequel tu es. Par exemple, sur un passage à niveau, tu vas peut-être faire monter ou descendre la barrière. Si tu es sur un certain type de panneau, tu vas pouvoir le faire reculer pour qu'ensuite il reparte dans l'autre sens et que ça te projette en avant avec un énorme arc, une énorme parabole en termes de direction. Tu vas pouvoir peut-être faire klaxonner une voiture et du coup peut-être provoquer une réaction en chaîne grâce à ça. Ou peut-être rien, parfois c'est des objets, par exemple c'est juste une poubelle et puis tu fais jeter des détritus sur la voie commune et ça ne sert pas à grand chose, mais c'est le résultat qui est là. Tu vas d'ailleurs aussi croiser d'autres ombres, mais jusque là dans le jeu j'ai pas eu de possibilité d'action avec ces autres ombres. Oui. On a un peu les mêmes impasses finalement que dans Ghost Trick, avec des interactions qui vont être inutiles et d'autres qui vont être utiles. Ghost Trick, excellent jeu aussi, donc la comparaison en tout cas montre, oui, qui est ressorti il y a pas très longtemps effectivement, un jeu Capcom. Ça me donne très envie de le faire du coup, ta petite histoire de Shim. Graphiquement, du coup, je n'arrive pas encore trop à me représenter ce que ça peut bien être. Est-ce que tu peux essayer de le décrire? Est-ce que ça ressort comment, la direction artistique? Alors, bonne nouvelle entre parenthèses, si vous êtes sur le site internet blueprints.pm, ou alors si Lou, tu scrolles tout en bas du document, tu peux déjà voir un exemple. Donc, pour les gens qui ont ça sous la main, ils peuvent déjà se faire une idée. Mais pour tous les autres, en gros, l'idée, c'est que c'est quasiment monochrome, c'est plusieurs variantes de la même couleur à chaque écran, et la couleur dominante change, ce qui fait que ça donne des ambiances un petit peu différentes à chaque niveau, et ça fait très BD en fait, ça fait très ligne claire, mais ligne claire avec plein d'éléments en 3D qui projettent leurs ombres dans la direction donnée par le soleil qu'on ne voit pas, mais qui est une direction unique, bien évidemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est isométrique, on voit le truc de où les directions partent non pas en avant, en arrière, à gauche, à droite, mais dans les 4 diagonales. La vue est à chaque fois en diagonale et vue du dessus. Donc ça vous donne un style bien à part dans ce Shim qui plaira, je pense, pas nécessairement à tout le monde, justement parce qu'il a une vision bien précise, mais qui, moi, est le truc qui, au-delà de la petite proposition de gameplay, m'a fait flasher dessus. C'est ce style finalement très européen, visuellement parlant, de représenter comme ça quelque chose de façon cartoon, et qui m'a plu assez immédiatement. Et certaines combinaisons de couleurs sont magnifiques, notamment tous les tableaux, tous les niveaux qui sont de nuit sont d'une grande beauté, et entre parenthèses de nuit, ce qui signifie qu'on fonctionne avec des ombres portées non pas depuis le soleil, mais depuis des sources de lumière j'allais dire factices, artificielles, exactement, et évidemment qu'on peut également manipuler avec son petit pouvoir de Shim, donc ça ajoute quelque chose. Je tiens à dire d'ailleurs, on parle de direction artistique, très brièvement, scénaristiquement parlant, tout cela c'est de l'histoire sans parole, il n'y a pas de dialogue audio, il n'y a pas de dialogue écrit, il faut vraiment évoluer et comprendre l'histoire au fur et à mesure simplement de ce qui nous est présenté. Et là aussi c'est assez malin la manière dont c'est fait. C'est découpé, je l'ai dit, en niveaux, il y en a une 60aine et j'ai pu y jouer à une grosse vingtaine, on va dire.
Est-ce que c'est pas trop répétitif en termes de gameplay? Et bah c'est là que le bas blesse, en tout cas sur la vingtaine, déjà la première vingtaine de niveaux, et c'est quelque chose, je crois que c'est nos collègues de chez Aftermath qui l'ont également relevé. J'ai mis un lien dans la description de l'épisode et dans la description du podcast sur blueprint.pm vers un article, là encore en anglais, désolé, de quelqu'un, du journaliste qui disait mais finalement le problème de Chim, c'est le problème en général des démos dans les jeux vidéo quand t'as fait la démo, t'as un peu tout fait. Et cette personne, ce journaliste, a pu faire la démo en salon presse, ensuite a pu jouer au jeu en entier, et s'est rendu compte, oui, que sur les quelques heures, les peut-être 6, 7 heures, peut-être un peu plus, que représente le jeu en ligne droite, les 2 premières heures sont déjà bien suffisantes en quelque sorte, et c'est ça qui est dommage. Alors moi j'ai pas pu faire le jeu en entier, donc je peux pas vous le dire, là aussi eu égard à mon handicap malheureusement, ça se joue vraiment à la main. Jouer au pied avec ça c'est assez difficile parce qu'il faut à la fois sauter puis maintenir la direction, enfin c'est tout un délire d'un point de vue de coordination. Paradoxalement plus difficile que Luigi's Mansion 2 avec mes pieds, je tiens à le dire. Mais oui, du point de vue de la répétitivité, c'est là que le bas blesse. Après, je tiens aussi à dire que c'est quelque chose qui se digère tout à fait simplement en espaçant ces parties. Et du temps qu'on ne souhaite pas binger Chim, je ne vois pas ça comme un problème, personnellement. Et je trouve que d'une certaine manière, la proposition de gameplay, la proposition artistique, dépasse la répétitivité des quelques heures de ce jeu-là. Et puis pour les gens qui sont un peu complétionnistes, il y a la possibilité, pour varier un petit peu les plaisirs, de partir vraiment en quête de petits détails, puisque dans, pas tous, mais dans la plupart des tableaux, tu as des objets en 3 dimensions qui sont à repérer, qui sont rendus un petit peu différemment des autres, un peu plus clairs, un peu plus sombres, et si tu les découvres, ça vient s'ajouter à ta collection. Donc tu peux comme ça partir un peu à la recherche façon Où est Charlie de différents objets. On ne dit pas lesquels c'est, mais tu repères juste que c'est des objets un petit peu différents. Pour voilà, les gens qui souhaitent un défi un peu plus grand. Pour les gens aussi, je tiens à le dire, parce que c'est un jeu, je pense, qui se partage assez bien. J'en ai pas eu l'occasion, mais de partager la manette avec quelqu'un d'autre, de se passer la manette niveau après niveau, de se dire ah bah tiens, tu pourrais peut-être essayer ça, etc. C'est un jeu finalement qui peut se prêter à ce genre d'échange un peu social. Donc je le recommande pour ça. Il n'y a pas de mode contre la montre, en tout cas j'en ai pas débloqué au début du jeu. Il n'y a pas de leaderboards, de mode en ligne, trucs comme ça. C'est vraiment c'est du solo et de la découverte. C'est très chill. C'est bien pour les vacances à ce titre-là. D'ailleurs, je pense qu'ils ont bien choisi leur fenêtre de lancement. Mi-juillet, c'était assez malin, je trouve. Au-delà du fait qu'il n'y avait pas énormément de sorties à ce moment-là aussi. Donc voilà, c'est Chim, c'est pas trop répétitif si on prend le temps d'espacer les sessions. Très bien, donc on le conseille pour les joueurs qui aiment le solo, qui aiment les petites aventures comme ça, un peu indé, avec autour d'un concept quoi. Exactement, je crois qu'il faut le voir en action sur le site internet du jeu ou en trailer sur YouTube pour savoir si c'est pour soi, parce que généralement, soit vous accrochez immédiatement à l'idée, Lou t'en a parlé tout à l'heure, ce caractère finalement assez ludique du saut en ombre qu'on a peut-être depuis l'enfance. Et puis pour les gens à qui ça parle moins, c'est pas grave, vous pouvez vous en faire l'économie, mais oui voilà, c'est une propre là aussi exécution d'un certain concept. On peut cependant regretter que ça n'aille pas excessivement plus loin, en tout cas de ce que j'ai pu en faire, et également de ce que le journaliste d'Aftermath a pu en faire aussi. Eh ben écoute, j'ai l'impression que le prochain jeu dont on va parler est sorti le même jour que Chim au final. Oui, effectivement, la petite coïncidence, même si on part dans un sens très très différent. Il s'agit de Nintendo World Championships NES Edition, sorti sur Nintendo Switch exclusivement le 18 juillet, tu l'as dit, co-développé par Nintendo en interne ainsi que par Indies Zero. Je crois qu'il avait collaboré sur les NES Remix, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Exactement, tout à fait. 39 francs suisses et 30 €, ça c'est pour le prix. Et ben justement, on parle de NES Remix. Est-ce que ce jeu, Lou, ce Nintendo World Championships, qui revient à faire des petits défis contre la montre, où on te donne une note à la fin, on te donne des petites pièces qui te permettent ensuite de débloquer d'autres défis sur une quinzaine, je crois, de jeux de la NES sélectionnés avec amour et en partie avec intelligence par les développeurs,
est-ce que c'est un digne héritier du NES Remix de la Wii U et de la 3DS? Bon, c'est un héritier, en tout cas, ça c'est sûr et certain. On retrouve un petit peu la même philosophie. Après, comme tu le sais, comme je l'ai déjà dit, comme on l'a déjà dit, je pense que tu partages un petit peu. On en a soupé. Bah non, c'est pas qu'on a... Et pour une fois que j'allais être un petit peu avec du tact, tout ça, tu vois, c'est que la NES... Non, mais ça fait 20 ans en même temps. Désolé, mais ça fait 20 ans qu'elle a 20 ans, cette console. Et ça va, on a compris. Enfin, je m'apprête à dire beaucoup de bien de ce jeu. On a eu NES Remix, on a... Non, mais voilà. On a eu les cartouches GBA qui célébraient la NES, quand même. Ça a 20 ans, tu vois. Qui était sorti à un prix, mais de malade en plus pour un jeu 20 balles pour Ice Climbers. À l'époque. Alors, le fait est que j'ai quand même acheté ce jeu en version physique collector, donc avec les petits goodies, la cartouche dorée, les stickers, les pins, etc. Tout ça sur le, oui, sur le club Nintendo. Désolé, là aussi tu t'es fait avoir parce que la version japonaise, elle inclut deux manettes. Ah ouais, ouais. Écoute, je me suis fait avoir, mais mais tu sais que j'ai acheté surtout pour avoir la boîte, parce que tu sais que j'adore les boîtes. Oui. Et je ne voulais pas avoir ce jeu sans la boîte. Mais voilà, c'est surtout la boîte que je voulais. Mais la NES, voilà. C'est la NES, quoi. Il y a 13 jeux de mémoire, dont 4 Super Mario Bros. Déjà, parce qu'il y a Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, enfin les deux Super Mario Bros 2, à savoir la version USA, voilà, donc avec les 4 personnages Mario, Luigi, Peach et Toad, et le classique Lost Levels, donc le vrai Super Mario Bros 2 qui était sorti qu'au Japon mais qu'on a retrouvé dans la compilation Super Mario All Stars sur Super Nintendo. Et on a Super Mario Bros 3, donc déjà tu as un tiers des jeux c'est du Super Mario Bros, non pas que ce soit mal, mais autant dire que ce sont des jeux que je connais vraiment par cœur maintenant au bout d'un moment. On a du Ice Climbers, on a Donkey Kong, on a Balloon Fights à la rigueur, c'est peut-être un tout petit peu moins connu. Kid Icarus. Qu'est-ce que c'est? Kid Icarus, voilà. Kid Icarus à la rigueur c'est sympa parce que je l'avais jamais fait. Metroid, Zelda 1 et Zelda 2 évidemment. Donc bon, en fait, c'est des jeux qui sont par ailleurs dispo sur le Switch Online. C'est une meilleure sélection que jeu, certaines NES Remix qui avait genre Pinball dedans, et Pinball, non merci, hein, Pinball de la NES, oh là là, c'est pas un cadeau. Non mais ça a beau être une sélection effectivement essentielle et genre best-of du best-of, mais c'est des jeux que l'on a tellement rebouffé, même à travers Smash Bros, tu vois, enfin je veux dire... ils sont tellement là, et je trouve que heureusement en fait qu'il y a le principe des petits records à faire, parce que c'était juste une compilation de jeunesse, évidemment mon cerveau aurait explosé. Mais là effectivement ça ajoute une petite trace de challenge qui est vraiment, je l'avoue, assez rigolote. Mon seul problème en fait avec ce jeu, c'est que ça s'arrête à la NES et qu'effectivement s'ils avaient fait la même chose avec la Super Nintendo, là clairement de 1 je trouve qu'il y aurait eu beaucoup plus de jeux à présenter, dont des jeux plus originaux et plus facilement oubliés et avec des gameplays un peu plus travaillé que sur la NES, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la NES avec 2 boutons, voilà quoi, et sans bouton de tranche. Sur Super NES, il y avait vraiment moyen de faire une compilation assez folle. Tu rajoutes du Pilot Wings, tu rajoutes, je sais pas, du Yoshi's Island, du ce que tu veux. En fait, il y a des tas de choses à visiter ou à revisiter. Là, le fait de revenir encore une fois uniquement à la NES, tout pire quoi. Donc oui, je l'ai pris, oui, j'en avais envie, mais Dieu que c'est timide et tiède en même temps. Enfin voilà, mais comme tu le dis, effectivement, voilà, à force d'en parler, je commence à en avoir marre de la NES. Voilà. Alors, on en a marre de la NES. Je crois qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Néanmoins, comment dire, j'ai un rapport compliqué avec ce jeu-là. On en parlera à la fin, mais je vais spoiler un petit peu la fin. Je crois que c'est un jeu qui est, si on sait vers quoi on se dirige, que je peux recommander, y compris à son prix de lancement. J'ai pas de problème avec. Ceci étant, j'aimerais commencer par un truc, qui est que il existe un univers parallèle, à mon avis, où ce jeu-là était sorti en bonus pour l'abonnement Nintendo Switch, à la manière de Tetris 99. Parce que une partie des modes qui sont dedans font très très Tetris 99, le rapport compétition, Battle Royale, etc.
ils ont décidé de faire dans la variété de modes, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Tetris 99 avait fait la même chose, mais en ayant le jeu gratuit dans l'abonnement, puis ensuite en vendant des DLC. Là, c'est un jeu complet dès le départ. Bon, pourquoi pas. Là où justement le jeu dépasse le concept de NES Remix, avec l'absence des remixes malheureusement, c'est qu'au-delà donc on va dire de la grosse centaine, je crois, de mini-jeux dans lesquels on les débloque 150, très bien, qu'on débloque avec ces pièces et qu'on fait niveau après niveau. On a 4 autres grands modes. D'abord, on a un mode multilocal c'est des brochettes de mini-jeux en fonction, c'est comme des playlists en fait, thématiques. Par exemple, que du Mario, par exemple, des jeux où il faut à chaque fois attraper un champignon, ou des jeux où il faut aller très vite, ou au contraire des trucs où il faut battre un ennemi, etc., ou que des trucs qui sont sortis en 1985. Bref, l'idée est vraiment des petites playlists thématiques pour le mode multilocal, et c'est une chouette idée. On peut y jouer jusqu'à 8, même si à 8, honnêtement, en termes d'interface, ça devient un peu compliqué de repérer qui est qui et de s'y repérer correctement, parce qu'on a 8 écrans de jeu en 16/9. J'imagine qu'en mode portable ça doit être chaud à lire, mais au moins ils font le job et ils ont fait le nécessaire pour essayer de faire en sorte que ça marche. Et d'un point de vue technique ça a l'air de marcher, donc ce point de vue là n'est pas un problème. Derrière on a également d'autres modes qui sont plus orientés en ligne, avec la possibilité d'abord toutes les semaines d'avoir 2 brochettes de 3 mini-jeux en mode Battle Royale. On commence à 8, puis 4, puis 2 joueurs, et ensuite c'est le dernier joueur qui gagne. Évidemment vous ne vous battez pas en direct, en fait vous vous battez contre des fantômes, ce qui permet d'avoir un mode en ligne qui est très rapide, qui est très réactif, et de recommencer autant de fois qu'on le souhaite, mais de garder quand même ce challenge contre les temps d'autres personnes, ce qui est finalement assez malin. On a un autre mode qui lui... Rappelle-moi le deuxième mode en ligne, après le mode survie, c'est... J'ai un blanc là immédiatement. T'as le mode juste en dessous, c'est les championnats, enfin les listes de 3 et 3, tu sais, tu as deux modes où tu dois faire 3 à la suite. Non, c'est ceux-là justement, la médaille d'argent et la médaille d'or, enfin le trophée d'argent et le trophée d'or, mais il y en a un autre, enfin il y en a plein d'autres. Il y en a un que tu débloques beaucoup plus tard, qui est une grappe de 13 mini-jeux. Et du coup c'est vraiment une session marathon, mais ça se débloque plus loin dans l'aventure. Moi-même j'ai pas pu le débloquer à cause du temps que j'ai pu mettre dans le jeu, mais j'ai vu des streamers qui l'ont débloqué, donc voilà pour ça. Et puis je suis navré, il y a un autre mode sur lequel j'ai un blanc. Ah oui, non, c'est simplement une sélection de 5 mini-jeux. Une action, ouais, t'as 5 mini-jeux et tu dois faire le meilleur score. Exactement, et à la fin de la semaine t'apprends si et tu es comparé aux gens à ton année de naissance. Voilà, exactement. C'est ça. Et même aux gens au-delà de ton année de naissance, je crois aussi, au global, oui. Entier. T'as 2 classements, ouais, le global et l'année de naissance. Et ça aussi, ça vient te rapporter des pièces. Voilà, donc on l'a retrouvé. Et puis, dans tout ça, tu débloques des badges, tu débloques des avatars, tu as des phrases préfaites qui disent un petit peu qui tu es, comment tu te présentes. Et puis enfin, tu veux également... Mon oncle travaille chez Nintendo. Oui, voilà, c'est celle que j'ai mis, je crois. Et puis tu as, tu peux indiquer quel est ton jeu de NES ou ton jeu Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, préféré. Et ils ont littéralement mis tout le catalogue. Ils ont été assez gueudins là-dessus. Tu as tout le catalogue de la NES dans lequel tu peux piocher. Je m'y étais pas attendu, ça fait très Smash Bros comme approche. Et en fait, c'est en ça où tu sens que le jeu est une excellente exécution de son idée. Typiquement, tu as des badges pour chacun des 150 défis, des badges personnalisés, avec quelque chose qui est représentatif de ce badge. Par exemple, dans un badge où tu dois inhaler un ennemi dans Kirby, bah tu as un badge de Kirby qui inhale, avec un petit découpage transparent, machin, c'est très bien fait autour du pixel art. Et il y a énormément d'efforts en fait autour de ça. Et comme tu le dis, ça aurait probablement été plus intéressant sur une autre console que la NES, tellement on en a soupé ces 20 dernières années. Ceci étant, il y a 2 bonnes raisons, à mon avis, pour lesquelles c'est sur NES quand même. D'une part, la simplicité des mini-jeux. C'est vrai que ça rend plus accessible, même si la difficulté est là parfois, d'avoir sélectionné des jeux NES, parce que, comme tu l'as dit, c'est 2 boutons, et du coup c'est plus facile à apprendre. Et de l'autre côté, étant donné qu'on fait référence au Nintendo World Championships, et du Nintendo World Championships d'antan, oui, c'est plus ou moins normal
qu'on soit sur NES. Même si on a eu des compétitions par la suite sur Super Nintendo avec notamment des cartouches de Donkey Kong Country qui avaient été, des ROM de Donkey Kong Country qui avaient été modés avec un mode Time Attack, ou même plus récemment sur les Nintendo World Championships qui avaient été faits aux États-Unis dans les années 2000, fin des années 2010. On a vu, je crois, du Splatoon notamment, qui était mélangé ensuite à d'autres générations de jeux Nintendo. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu regrettable qu'on nous ressorte toujours la NES, mais à mon avis, il y a quand même quelques bonnes raisons. Sur l'interface, j'ai trouvé qu'il y avait des choix un petit peu curieux dans ce jeu. Alors tu peux activer un mode où, notamment quand tu joues en mode Battle Royale, ton écran est plus grand que les autres. C'est juste curieux que ce soit pas le cas par défaut. Et pareil, par défaut, quand tu joues au mini-jeu en solo, tu as ta partie à gauche et puis ton fantôme à droite, y compris quand il n'y a pas de fantôme d'ailleurs, tu as juste un écran gris à droite. Et je trouve assez curieux d'avoir fait ça comme ça. Mais outre ça, le jeu s'inspire beaucoup de l'esthétique du speedrun, des streamers speedrun, avec le temps en vert en bas à gauche notamment. C'est juste dommage que le temps ne devienne pas rouge à partir du moment où t'es en retard par rapport à ton meilleur temps. Mais ouais, voilà, ça marche bien. C'est bien fait. Il y a malgré tout une bonne sélection de défis, même si je trouve que c'est quand même plus dirigé envers les joueurs un peu plus novices de ces jeunesses-là, plutôt que par... Justement, c'est pas un jeu pour les speedrunners, paradoxalement. C'est un jeu pour se mettre au speedrun dans des challenges qui sont très normés, tellement normé que quand tu prends certains raccourcis ou que tu fais certains glitches, le jeu te dit non et te ramène en arrière. Pareil, si tu meurs ou si les conditions du défi deviennent impossibles, le jeu va rembobiner jusqu'à ce que ça soit possible pour toi de le remplir, et simplement ça va t'appauvrir ton temps. Et c'est un équilibre intéressant en fait pour les joueurs novices, et à mon avis, dès lors qu'on sait ça, dès lors qu'on sait que c'est un jeu qui est plus dirigé envers les novices qu'envers les véritables speedrunners, que c'est sur le catalogue de la NES, que c'est 150 défis sur une quinzaine de jeux, et que y a quand même pas mal de jeux de plateforme dans le lot, et ça rend le truc assez répétitif, beaucoup de first party, donc beaucoup de Nintendo qui ressort du Nintendo et pas autre chose sur sa propre plateforme. Une fois qu'on sait tout ça, ça peut valoir le coup. Et je trouve que la réalisation est sympa, avoir la clameur du public qui applaudit et qui crie pendant que tu joues, et quand tu remportes ton temps, c'est une petite touche comme ça que je trouve sympa. Et ce jeu-là regorge de petites touches sympas, de choses qui n'étaient pas indispensables, qui n'étaient pas nécessaires, mais que Nintendo et Indie Zero ont choisi de faire d'un point de vue de la réalisation de ce jeu, et qui lui donnent ce plus, à mon avis. Donc c'est pour les gens qui aiment bien les petits défis contre la montre et qui sont pas des speedrunners aguerris pour autant. Voilà. Lou, comment tu le catégorises ? Il y a une chose que j'aime bien dans le jeu, c'est que sur les premiers défis, on va te faire, par exemple, le tout premier de Super Mario Bros, c'est récupérer le champignon au début le plus vite possible. Et puis après, ça va être atteindre le drapeau le plus vite possible en partant genre du tuyau avant le drapeau. Ouais. Donc c'est vraiment des choses qui durent 4 à 5 secondes. Et puis tu avances, etc. Tu fais d'autres défis. Et à un moment, on va dire, fais le niveau 1-1 le plus vite possible. Donc là, c'est vraiment cool parce que finalement, on t'a appris à faire des petites séquences petit à petit, et après, tu fais la longue séquence en un seul coup. Ça, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne manière, en fait, comme tu le dis, une espèce d'initiation au speedrun. Et effectivement, dans l'idée, revivre plein de petites séquences de ces jeux est assez cool. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans Super Mario Bros 3, tu as tous les boss. Tu as tous les Koopa Links à affronter. Littéralement, ce que je trouve assez rigolo. Et d'autres jeux à côté, par exemple Super Mario Bros 2 est beaucoup plus court et se termine beaucoup plus rapidement et n'a pas autant d'extraits intéressants. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que quitte à foutre 13 jeux et d'en sortir la substantifique moelle, ça aurait peut-être mérité de mettre un petit peu plus de trucs, et par exemple de mettre tous les combats de boss systématiquement de tous les jeux, de mettre vraiment toutes les grosses séquences pour donner vraiment envie de revivre le jeu, mais d'une autre manière en fait. Au final, je trouve que ça marche vraiment super bien pour Super Mario Bros 3, mais sur les autres jeux, pour moi il manque des trucs quoi. Et c'est ça qui est dommage. Même Zelda, le premier Zelda aussi est pas mal réussi, je trouve, dans ce découpage. Évidemment, l'objectif ne serait pas de speedrunner l'entièreté du jeu, mais de découper effectivement et de rajouter davantage de séquences. Pour moi, ça aurait plus de sens. En fait,
il manque quand même quelque chose dans ce jeu. 150 épreuves, dont des épreuves qui durent 4 à 5 secondes, ça va vite, quoi. En 3 heures, tu débloques quasiment les 3/4 de la grille. C'est clair. Voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a un côté très très jouissif à la Tetris 99 ou Super Mario Bros 35 que j'avais adoré pour le coup, et on retrouve vraiment cet esprit-là. Et ça aurait mérité effectivement davantage de même, tu vois, tout petit détail, mais je pense que c'était nécessaire vis-à-vis de la difficulté de jouer, de jouer en ligne et d'avoir des records au centième près. C'est le fait que les fantômes que tu affrontes dans le mode survie sont des fantômes déjà enregistrés. Et c'est vrai que ça retire un petit quelque chose, mais en même temps tu pouvais pas avoir un vrai mode en ligne dans le sens où il aurait fallu par rapport au lag, etc., tout ça, enfin voilà, c'est quand même regrettable, ça aurait pu être compliqué et assez incompréhensible que tu puisses pas jouer avec tes potes en ligne, au sens où alors déjà jouer en ligne en direct ça aurait été rigolo, et puis l'autre aspect des choses qui est qu'on privilégie les fantômes de tes amis, parce que Lou joue au jeu, moi je joue au jeu, j'ai jamais vu un fantôme de Lou dans le jeu, jamais. Alors qu'on est amis sur le compte Nintendo Switch. Et ça, c'est regrettable. Pareil, il n'y a pas de leaderboards que tu peux trier par tes amis, par mini-jeu ou par type de challenge survie ou des trucs dans le genre. Et ça, c'est dommage aussi. Tu as des leaderboards généraux, mais je ne crois pas que tu puisses retrouver tes amis, et là aussi, c'est dommage. À qui tu après, pour le coup... Oui. Je trouve quand même que c'est vraiment pour des nostalgiques de l'époque. Les quarantenaires, donc. Ouais, les quadragénaires, si tu me Pardon, les quadragénaires, bien sûr. Le quarantenaire du débarquement, mais les quadragénaires pour les êtres humains. Je vois mal des gens d'aujourd'hui y jouer, quoi. Je suis pas spécialement. Les quadragénaires ne sont pas des gens d'aujourd'hui. Oui, non, alors quand je dis les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, si tu veux, tu vois, je me mets un petit peu dans le camp des nostalgiques déjà, tu sais bien. Je suis sincèrement persuadé que le même jeu sur la Super Nintendo aurait été beaucoup plus fédérateur et beaucoup moins aride, rien que du fait des graphismes, etc., tout ça, qui pour moi sont quand même beaucoup plus colorés, beaucoup plus agréables, peut-être parce que je suis de cette génération-là et qu'effectivement pour certains d'aujourd'hui c'est peut-être très très moche, mais pour moi le côté NES a un côté assez vieillot, quoi qu'on en dise en fait. Donc voilà, peut-être que c'est une erreur de perception de ma part, je ne m'en cache pas, donc je vous invite éventuellement à nous donner votre avis en nous contactant, mais voilà, après moi j'y ai pris mon pied sans avoir effectivement un affect particulier avec le jeu NES, donc si le côté défi, je dirais l'important dans ce jeu, c'est vraiment de se battre soi-même. Et c'est ça vraiment le plus gratifiant, c'est de réessayer encore et encore pour battre ses propres records. Et à la rigueur, les records des autres, on n'en a rien à faire, si ce n'est que on va découvrir des façons de faire certains passages. Je pense par exemple à un passage de Super Mario Bros 2 avec Luigi, où on doit passer avec un tapis volant et puis avec des espèces de petites abeilles ou des anges, que sais-je, un trou immense, et où quand j'ai vu dans le championnat comment avait fait la personne en faisant un saut immense avec Luigi et en s'occupant pas du tout du tapis volant mais en rebondissant sur un ami, je me suis dit waouh, on peut traverser ça comme ça. Donc c'est vraiment pour apprendre des trucs aussi au passage, mais l'important est avant tout de se battre soi-même et d'apprendre à le faire soi-même, et en ça je trouve que le jeu parvient à véhiculer quand même un bon message, et ça c'est quand même très très cool. Mais voilà, donc on va dire plutôt effectivement trentenaire plus. Tu recommandes le jeu à l'équipe de Sumimasen Turbo, très bien. Je tiens à dire, j'ai demandé aux gens sur les réseaux sociaux quel était leur jeu NES préféré, parce que c'est également une question que pose Nintendo World Championships, et j'étais curieux de voir les réponses, et en vrai, j'étais étonné de voir que c'était pas les 2 ou 3 mêmes jeux à chaque fois, tu vois, qui remontaient. Et dur. J'aurais du mal. Moi-même, oui, il te le pose comme question, mais j'ai vraiment du mal à choisir. Tu vois, entre Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3, par exemple, c'est compliqué pour moi. Je suis tellement heureux de te voir dire du bien de Mario 2. On parle de Mario 2 USA, je pense. Hein, j'adore. Oui, bien sûr, oui, Mario. Je le trouve USA. meilleur que Super Mario Bros, le premier. Le premier est fondateur pour énormément de raisons, mais en tant que jeu vidéo, le second est largement au-dessus.
Bah, je trouve que les 4 façons de jouer, en fait, finalement, apportées par les 4 personnages, je trouve que c'est une idée absolument génialissime. Et qui c'est comme des transformations, en fait, au final. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le 3, c'est qu'il y a une générosité au niveau des transformations, le level design est oufissime, l'ambiance, etc., tout ça. Mais il a une exécution, on va dire, entre guillemets, classique, là où Super Mario Bros 2, qui n'est pas un Super Mario Bros de toute façon, a ce grain de folie, cette originalité qu'on ne retrouve dans aucun autre Super Mario, et pour cause, c'est pas un Super Mario. Mais voilà, des passages qui effectivement vont scroller de l'autre côté, donc de la droite vers la gauche, des phases plus exploratoires, pas de temps, etc. Enfin, je trouve que pour son originalité, il arrive vraiment à se démarquer et à apporter autre chose. Et puis Peach jouable, forcément, ça me fait quelque chose. Oui, pour moi, voilà, le meilleur jeu NES. J'aime beaucoup Mario Bros 2, ceci dit, Mario Bros 3 reste au-dessus à mon avis. Kirby's Adventure également, très très ambitieux pour la plateforme, et très étonnant que je choisisse de jeux de plateforme comme jeu préféré. Voyez-vous ça, la surprise est immense. Bien, donc on recommande sous condition à certaines personnes Nintendo World Championships, on l'a bien compris. On part maintenant vers le courrier, ou plutôt vers le concours Lou, avec le concours Paper Mario la porte millénaire, qui portait sur une question: quelle était la meilleure direction artistique dans un jeu vidéo selon vous, et pourquoi? 6 gagnantes et gagnants qui n'ont pas encore reçu leur prix au moment où on enregistre, parce que d'un point de vue logistique c'est beaucoup. Il y a différentes tailles, il faut bien prévoir tout ça, mais vous inquiétez pas, ça va venir. 6 gagnants, que sont donc Marc, Malika, Arthur, Mathieu, Fabrice et Julien. Bravo à toutes et à tous. Merci aussi à celles et ceux qui ont envoyé un message mais qui n'ont pas eu la chance de gagner. Vous allez pouvoir participer à notre concours dont on vous parlera dans un instant, mais d'abord on va vous lire quelques messages, quelques réponses concernant cette meilleure direction artistique dans un jeu vidéo, et je vais commencer avec le message de Fabrice qui nous dit: Hello les amis, la direction artistique que j'ai trouvée originale et qui m'a fait adorer un jeu a été celle de Hollow Knight. Que ce soit au niveau graphisme, ce côté un peu cartoonesque dans le dessin tout en étant très sombre, ce qui est, je l'avoue, bien paradoxal, et aussi les magnifiques arrière-plans toujours très variés en fonction des zones, mais aussi la DA sonore avec le détail des petits bruitages des personnages lors de leurs dialogues, interactions ou combats, et que dire de la musique d'ambiance qui permet une immersion totale. Ce jeu est magnifique, il a beaucoup d'autres qualités que je ne citerai pas ici, mais parfois je relance ce jeu juste pour m'immerger dans cette direction artistique que j'adore. Ce jeu me fait du bien. Merci pour ces concours que vous nous proposez à chaque épisode. Je n'ai pas gagné, bah si maintenant tu as gagné, enfin je n'ai jamais gagné disait-il, mais le plaisir d'échanger avec vous est toujours présent. Merci pour votre podcast toujours aussi riche. Fabou, eh bien merci Fabou pour ton message, bravo pour cette petite victoire dans ce concours. Hollow Knight, effectivement, j'ajoute, les animations dans Hollow Knight sont également assez classieuses. On passe à un second message, celui de Malika, et avant que tu le lises, Lou, je vais donner un petit peu de contexte, si tu le veux bien, parce que il y a besoin de raconter un petit peu. Malika, il s'agit de mon ex, en l'occurrence, qui est venu me voir il y a quelques semaines, pour me dire bonjour, pour passer un petit peu de temps ensemble, car nous sommes restés bons amis, et elle a repéré dans une petite pile qui était la pile des choses à gagner, un porte-clés qu'elle a trouvé extra. Et du coup, elle s'est dit, je vais participer au concours pour cette raison. Et la chance a été avec elle, puisqu'elle a effectivement gagné un prix lors de ce concours. Et Lou, si tu veux bien d'abord lire le titre, l'objet de l'email qu'elle nous a envoyé. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un huissier qui a vérifié la validité de ce concours? Alors, justement, étant donné qu'on n'a jamais fixé de règles au-delà de envoyer un mail, je pouvais pas changer des règles en plein milieu et lui dire: meuf, tu peux pas participer parce qu'on se connaît et tu es mon ex. Par contre, il est très clair que pour les concours à compter, alors pas de celui-là, mais du prochain, c'est-à-dire à partir de la rentrée de septembre, on va peut-être mettre des règles un petit peu plus strictes, parce que j'avais pas vu ce genre de situation venir, mais bref. Au moins sur le tirage au sort, mais c'est juste. Alors le titre est très drôle, c'est Concours Yoshi porte-clés, jamais d'autocollant. Exactement. Et donc, alors je tiens aussi à préciser, Malika de naissance est anglophone et utilise de plus en plus le français puisqu'elle vit dans un pays francophone. Néanmoins, voilà, de langue maternelle anglophone. Let's go Lou, lis-nous donc ce message.
Hi Yan and Lou, c'est très dur à dire. C'est pas facile, hein. La direction artistique qui m'a le plus plu est dans le jeu A Short Hike. C'est simple comme un porte-clés. C'est coloré comme un Yoshi porte-clés. C'est efficace comme ma Yoshi porte-clés. Le calme à l'intérieur est de plus en plus rare de nos jours, mais de plus en plus nécessaire. Grâce à ces graphismes doux, A Short Hike nous permet de se ressourcer et de réaliser que tout ce qu'on cherche est en nous et un Yoshi porte-clés. Merci à vous deux. je reconnais un thème. J'aime beaucoup l'efficacité du message. Exactement. Oui, je crois qu'il y a un message subliminal, j'arrive pas trop à comprendre, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Alors, ce qui est drôle avec le tirage au sort qui a été réalisé par moi, qui ne devrait pas être réalisé par moi parce que ça va élever un certain nombre de doutes. Malika n'a pas gagné de jeu, mais elle a gagné à la fois un porte-clés et en même temps des autocollants alors qu'elle n'en voulait pas. Donc, c'est ça aussi les concours de la cartouche. Parfois, tu remportes exactement ce que tu ne souhaites pas en même temps que ce que tu souhaites. C'est la vie. Mais bref, oui, voilà, pour son message. Et effectivement, pour éviter ce genre de situation à l'avenir, nous changerons les règles et nos procédures. Mais pour l'instant, c'est ainsi. On passe au message de Marc. Marc qui nous dit « Coucou la cartouche, quand il s'agit d'évoquer la DA d'un jeu vidéo, Cuphead s'impose assez vite comme une référence. Mais comme il risque d'être cité par de nombreux autres auditeurs, paradoxalement non, entre parenthèses, j'ai regardé, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de mails à propos de Cuphead, j'ai choisi de mettre en lumière Saga Frontier 2 sur la première PlayStation. Comment ne pas s'émerveiller sur les décors peints à la main tout en aquarelle de ce RPG de Square. Ce parti pris graphique confère au titre un aspect livre de compte à qui il ne manque qu'un remaster HD pour flatter la rétine des joueurs d'aujourd'hui. Gageons qu'une annonce dans ce sens arrivera prochainement, le premier Saga Frontier ayant eu récemment droit à son propre lifting. Merci pour le concours et bonnes vacances à vous. Et bien merci Marc pour ce message. Alors Lou, le prochain message suivant, oui, c'est Jean-Jacques. Il est un peu particulier parce que du coup, il est écrit, il est manuscrit, oui, mais il est pris en photo du coup. Donc alors, je vais essayer de bien le lire, mais effectivement, comme c'est un tout petit peu flou, c'est bien écrit, mais alors c'est juste le flou rend la lecture un tout petit peu plus difficile. Donc je vais essayer de le lire. Donc c'est sur une jolie feuille à petits carreaux, voilà, avec une écriture très très arrondie. Très belle. Bonjour la cartouche. Les jeux qui ont, à mes yeux, adopté une direction artistique éveillant un réel amour se trouvent sur GameCube. L'œuvre centrale est Zelda Wind Waker, même si son esthétique fut clivante, jugée très, voire trop enfantine. Je suis, moi, tombé en émoi face aux yeux ronds de Link, au bleu habillant conjointement l'horizon céleste et maritime, les fumées, c'est ça, toutes en... Et ben voilà, je coince. Je ne peux pas t'aider. Ah, j'arrive, tout en le gal s'éveillant au coup des assauts de notre bambin héroïque. Voilà, désolé si je bute sur des mots. Alors, le temps était avec la PlayStation 2 et à la Xbox à un style visuel plus mature et à défaut de rompre avec le grief couplé à Nintendo, console pour enfants, ce Zelda éprouvait pleinement sa robe cartoonesque et l'ado en moi céda sans grande lutte à un émerveillement, peut-être naïf, mais en goût diaboliquement exquis. Aussi, la GameCube a donné à voir un Mario moins géométrique que dans son révolutionnaire opus 64. Son jeu de lancement Luigi's Mansion avait pour mission d'être en image le terrain de la puissance de la 128 bits de Nintendo. Là encore, Big N prenait presque le contre-pied de l'élan de maturité vidéoludique en épousant le genre du survival horror, mais non sans le coupler à la grille Nintendo. Le jeu désamorce ainsi toute charge horrifique pour mieux lui substituer son simulacre où on joue à avoir peur en se gaussant des effets de la peur sur Luigi. C'est très bien qu'il évoque Luigi's Mansion vu qu'on en parle dans cet épisode. Yes. À l'aune de Zelda Wind Waker, j'ai modestement ambitionné de déclarer mon plus large amour pour l'esthétique GameCube, sa candeur merveilleuse, mais offrant aussi au premier Resident Evil sa pleine mise en... j'arrive pas à lire. Sa pleine mise en scène, voilà. Ah, j'ai réussi, mise en scène, voilà, sa pleine mise en scène. Merci d'avoir accordé de votre temps à ma lecture. Recevez Lou et Yann l'amour et la reconnaissance d'un de vos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, cher Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques, navré pour la lecture parfois parcellaire, mais voilà, lire sur écran c'était un petit peu difficile avec un courrier. Toutefois, l'effort d'avoir écrit littéralement un courrier, fantastique.
Ça vraiment, ça m'a beaucoup plu. Lou, de ton côté, direction artistique, qu'est-ce que tu as comme exemple ? Oui, alors je suis très content de la lettre de Marc parce que Cuphead effectivement fait partie des choses marquantes et effectivement je pensais qu'il allait beaucoup être cité, mais ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est que j'avais aussi pensé à Saga Frontier 2 qui vraiment m'avait énormément marqué à l'époque. Il y avait un personnage qui s'appelait Cordelia d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué aussi, mais graphiquement c'était très très beau et le gameplay était assez ouf, donc voilà, gros coup de cœur. Okami qui m'a aussi beaucoup impressionné à l'époque, du cel shading classique mais vraiment avec les effets sur la musique, c'est un jeu qui était magnifique simplement, comme une estampe qui se dessine. Et puis très récemment Dordogne à l'aquarelle, donc là on retrouve l'effet décor peint à la main qu'on avait dans Saga Frontier 2. Dordogne, un jeu français, chers amis, qui vraiment est très beau dans son message également, peut-être avec un gameplay un peu plus simpliste, mais en tout cas au niveau de l'esthétique est extrêmement réussi et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce jeu. Et de ton côté, mon cher Yann? Alors, beaucoup de mes options ont déjà été prises, donc je vais pas les répéter, si ce n'est Zelda The Wind Waker, parce que vraiment pour moi c'est Wind Waker, pardon, parce que c'est comment dire, ce jeu transcende son époque d'un point de vue visuel grâce à son parti pris, encore plus que tous les autres. Je pense qu'il vieillit excessivement bien, enfin on en reparlera encore longtemps, je trouve. Et pour évoquer des jeux qui n'ont pas encore été cités, je trouve que, toujours dans la licence Zelda, Breath of the Wild réussit quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire à faire une sorte de peinture vivante en quelque sorte, dans le choix des couleurs. Le choix des couleurs à tout moment du jour et de la nuit, et la manière dont justement cet éclairage se reflète sur les personnages et surtout sur le décor est très réussi malgré les contraintes, malgré le fait qu'il faille faire un open world, malgré les différents types de terrains, de biomes qu'on visite. Ça marche excessivement bien et ça reste très lisible à tout moment et je trouve ça assez fou. Et puis au-delà de ça, j'avais un deuxième jeu en tête, mais malheureusement il m'échappe, donc on va se limiter à Breath of the Wild, qui voilà, vraiment impressionnant pour le coup. Bien, bah c'était les directions artistiques. Merci à toutes et à tous. Vas-y. Désolé, j'ai un petit oubli. Il fallait que je le cite. Désolé, ça me revient d'un coup. C'est Octopath Traveler. Ça a été une claque monumentale et je dois proclamer mon amour pour le style 2D HD, qui vraiment est, je trouve, une idée merveilleuse pour les quadras auxquels j'appartiendrai bientôt. C'est magnifique et vraiment le jeu est, avec les défauts qu'on peut trouver à ce style, mais ça apporte quelque chose et je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser de ce côté-là. Donc l'Octopath Traveler, Triangle Strategy, Live Alive, etc. Je voulais les citer rapidement. Désolé pour l'interruption. Ah non, mais au contraire, ça m'a permis de retrouver le jeu que je voulais citer, qui est Street Fighter 6, un peu étonnamment, parce qu'il y a une sorte de tout avec Street Fighter 6 d'un point de vue de la direction artistique, que ce soit d'un point de vue musical ou d'un point de vue visuel, où le jeu adopte justement son style entre guillemets un peu street tag, un peu années 80-90 comme ça, et il le réussit à merveille. Je trouve que c'est une profonde bouffée d'air frais pour la série Street Fighter, que ce soit au niveau du gameplay, on pense surtout à ce jeu-là pour le gameplay, mais aussi d'un point de vue visuel et sonore. Voilà pour moi sur la DA. Eh ben écoute, c'est l'heure d'un nouveau concours. Vous pouvez gagner Luigi's Mansion 2 HD. Le jeu en version boîte est offert par Nintendo Suisse, que l'on remercie, et qui vous passe le message suivant, : ouvrez les guillemets. Si vous souhaitez partir à la chasse aux fantômes et rencontrer les différents types de fantômes vous-même, vous pouvez participer à notre concours. Fermez les guillemets. Voilà pour le message de Nintendo Suisse. Pour participer, envoyez-nous un email à lacartouche@blueprint.pm en répondant à cette question: quel jeu vous a fait le plus peur et pourquoi ?
Envoyez vos réponses par email à lacartouche@blueprint.pm et 2 gagnantes ou gagnants seront tirés au sort. Vos messages pourront être lus dans l'épisode suivant, que vous ayez gagné ou perdu au tirage au sort. Je précise enfin que je m'occupe du tirage au sort et que même si je ne souhaite pas activement faire du népotisme, des gens qui sont proches de moi peuvent encore participer pour ce concours-là, mais c'est le dernier. Ensuite, on change les règles, voilà. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer, le reste de l'été. Donc, en gros, on contactera les gagnantes et les gagnants peu après, et puis quelques temps après vous avoir contacté et avoir obtenu votre adresse, on vous enverra le jeu dans une belle enveloppe papier à bulles avec un autocollant de la cartouche en prime. C'est pas beau la vie, incroyable. Bien, et ben voilà pour le concours, on en reparlera au prochain épisode. En attendant, on se fait un petit peu de hype. Lou, il y a eu un Nintendo Direct entre le précédent épisode et celui-ci. Quels jeux sont arrivés dans ton saut de hype du coup ? Ah bah écoute, très simplement, le Zelda, où on incarne Zelda, enfin. Echoes of the Wisdom. Echoes of the Wisdom, exactement. Donc alors, comme tout le monde, enfin peut-être pas comme tout le monde, en tout cas la première chose que j'ai cru quand j'ai vu le petit Link de Link's Awakening, Ganon et tout, oh ça y est, A Link to the Past, oui, ça y est, on a le remake à la sauce Link's Awakening. On en a soupé. Pardon, excuse-moi, je m'en fais, mais si. Oh non, il est ressorti à tellement d'occasions, ça va. Mais pas avec ce graphisme. Et on en a déjà 2 sur Nintendo Switch avec l'abonnement plein pot. J'ai envie de te taper la tête avec un petit chiffon. Oh là là. On vit dans un tellement meilleur univers avec un jeu inédit, arrête. Je suis d'accord. Je te taquine, que ce soit un jeu inédit. Mais c'est vrai que j'aurais été déjà très content que ce soit Link to the Past. Alors, j'ai été très enjaillé par la possibilité d'incarner Zelda et je me dis, oh, peut-être qu'on va. Tu sais, j'y croyais, je me dis, oh, comme dans Smash Bros, elle va avoir ses sorts du coup. Parce que la phrase avait commencé par, évidemment, il ne fallait pas qu'elle se batte comme Link parce que, voilà, c'est une princesse. Il y a à peu près ça comme phrase, je me dis, oulala. Il y avait d'un côté, possibilité, soit on va lui faire lancer de la magie, comme dans Smash Bros et comme dans la plupart des jeux, quand elle nous aide, c'est souvent en utilisant la magie, malgré tout, parce que ça reste une puissante magicienne. Soit on va autre part et on fait un truc un peu plus, c'est une fille, elle sait pas se battre. J'ai l'impression qu'on est un petit peu quand même dans ce second cas de figure, ce qui m'a pas hyper enthousiasmé de prime abord. Enfin, pas de prime abord, mais je me dis, bon, il y a quand même le côté, le message, c'est la princesse, donc elle sait pas se battre. Ouais. Ça m'agace un petit peu, surtout post-Hyrule Warriors, où elle était vraiment hyper agréable à la rapière, enfin, quelle élégance, voilà. Et puis Smash Bros aussi, où elle se bat parfaitement bien et où elle utilise la magie. C'est vraiment très dommage de ne pas avoir un peu plus centré, au moins sur la magie, pour les phases de combat. Néanmoins, pour tout le côté phase réflexion, je duplique des objets, j'escalade des lits, tout ça machin, je fais apparaître des rochers, je crée des pièges pour les ennemis. Je trouve ça très malin. On va avoir un jeu casse-tête assez foufou avec surtout une possibilité exploratoire et un gameplay vraiment émergent qui va être assez zinzin, qui n'est pas sans rappeler les pouvoirs de Tears of the Kingdom d'ailleurs, quelque part, un tout petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de connectivité entre les deux, en tout cas dans la philosophie, et qui va, qui je pense va apporter un petit grain de folie. Donc j'ai vraiment hâte aussi de redécouvrir un nouvel Hyrule avec une taille réduite, ce qui va être assez amusant parce que maintenant on est habitué aux Hyrule gigantissimes de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais ça fait très longtemps finalement qu'on n'a pas eu un Hyrule de poche. Le dernier, ça devait être Link Between Worlds, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, donc vraiment très très hypé par ce jeu pour tout ce qu'il va raconter dans la licence, dans la chronologie Zelda, si on veut aussi. Et l'autre titre qui m'a énormément intéressé, vous savez que je suis un grand fan de la saga, c'est Super Mario Party Jamboree. Alors, il faut savoir maintenant qu'il y a 2 sagas Mario Party officiellement. Il y a la saga Mario Party et la saga Super Mario Party. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand le dernier Mario Party qui est sorti, c'est un Mario Party. C'était Mario Party Superstars, dans lequel il y avait des jeux et des plateaux de tous les Mario Party, sauf Super Mario Party, qui était sorti aussi sur Switch. J'espère que vous me suivez. Là, ce nouveau Mario Party est un Super Mario Party. Donc ça veut dire qu'il va vraiment utiliser le principe premier de Super Mario Party, qui était les Joy-Con
Joy-Con et le mouvement, etc. Tout ça. Donc avec une précision beaucoup plus pointue que ce qu'on pouvait avoir dans Mario Party Superstar. Ceci dit, on a appris, et c'est une excellente nouvelle, qu'une bonne partie du jeu est quand même faisable avec la manette Pro. Et que t'as certains trucs réservés au Joy-Con, mais Dieu merci, contrairement à Super Mario Party, tu vas pouvoir utiliser ta manette Pro, et ce qui veut dire que dans ma situation, je vais pouvoir utiliser ma manette à pied. Incroyable. Et surtout, l'autre bonne nouvelle, sans minorer celle que tu viens de dire, c'est qu'on aura aussi des plateaux qui vont davantage ressembler aux plateaux classiques comme on avait dans Mario Party Superstar. Ouais. Là où Super Mario Party était très décevant sur les plateaux, même s'il revenait un petit peu aux fondamentaux. Là, voilà, on revient avec des vrais plateaux à l'ancienne. Et d'ailleurs, ils font aussi revenir 2 anciens plateaux de Mario Party 1 et 2, si je ne me trompe pas. Le château arc-en-ciel, enfin le château dans les nuages de Super Mario Party 1. Et dans Mario Party 2, ça doit être le western, je crois. Exact. Donc ça, c'est quand même très très cool et j'ai vraiment hâte d'y jouer parce qu'ils promettent le plus de modes, le plus de mini-jeux de tous les Mario Party du monde, ce qui est assez fou. Donc voilà, ça me hype de dingue. Pour moi aussi, sur les 2 jeux et particulièrement sur Super Mario Party Jamboree qui d'une certaine manière est une grosse surprise parce que je pensais qu'on en avait fini avec Mario Party sur Switch, bah non. Ah oui. Et comment dire, pour moi, la seule question, justement, vu que c'est un hérité de Super Mario Party, c'est est-ce qu'ils ont corrigé la manière dont tu évolues sur le plateau, c'est-à-dire que tu fais très peu de pas et l'économie est également limitée à genre 10 pièces par étoile, ce genre de choses-là. Visiblement, non. Visiblement, tu payes un peu plus pour tes étoiles, je crois que tu payes 20, ça devrait être le cas. Et le déplacement, ça reste à voir. Mais s'ils ont réglé ces aspects-là par rapport à la première copie Super Mario Party, honnêtement, tant mieux. Et je crois qu'ils ont bien compris là où la plupart du public était, c'est-à-dire d'une manière générale, le grand public achètera Mario Party, peu importe ce que c'est, parce que c'est Mario Party, mais les gens qui en ont quelque chose à faire tendent à préférer quand même l'ancienne formule, donc je pense qu'on va vers une sorte de compromis et qui ait du meilleur effet. De mon côté, en termes de jeux qui me hype et qui sortent bientôt, Astro Bot a été annoncé récemment. Enfin, je l'espérais depuis la sortie de la PlayStation 5, un jeu Astro Bot qui soit un jeu complet et pas uniquement une petite démo pour la DualSense. Et bien voilà, ça va sortir le 6 septembre et j'ai déjà la joie de vous dire que on va pouvoir le tester dans la cartouche parce que on va pouvoir le tester simplement. J'aurai l'occasion de le tester pour la cartouche. Et de l'autre côté, Emio the Smiling Man, Famicom Detective Club, je suis tellement heureux de l'annonce de ce truc-là. Ça ressort de nulle part. Il y a quelques années, Nintendo avait ressorti donc Famicom Detective Club en anglais et en dématérialisé uniquement, qui sont donc les traductions, mais encore une fois uniquement anglaises, de jeux qui étaient à la base japonais, d'où le Famicom de Famicom Detective Club, qui était une série de 2 jeux d'enquête en visual novel à l'époque, donc sur la Famicom, c'est-à-dire la NES. Mais qui avait été donc du coup visuellement adapté et traduit en anglais pour l'occasion. Là, on va avoir un 3e jeu. Comme pour les 2 premiers, c'est Monsieur Metroid, c'est-à-dire Monsieur, je cherche le nom, mais c'est Monsieur Sakamoto, je crois, qui est le producteur de la série Metroid et qui est également en charge de la série Famicom Detective Club, qui est de retour aux manettes donc de ce Emio the Smiling Man, qui est développé par Nintendo en interne et qui sera, je crois, le premier jeu Nintendo 18+. Ce qui est quelque chose. Je pense aussi. Mais c'est pour ça que tout le monde en parlait et tout, avec le teaser qui était extrêmement étrange. Mais moi aussi, ça me hype de fou. Ça rend très curieux. Ouais, non, et puis, enfin, encore une fois, je parle du point de vue de mon handicap. Évidemment, un visual novel où tu ne fais qu'appuyer sur des boîtes de dialogue et tu passes d'une option à une autre, fantastique en termes d'accessibilité. Tout le monde va pouvoir y jouer. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gimmicks en mode gyroscope ou de 2e stick. Mais si ça reste sur une méthode de contrôle digne de la NES, ça va être hyper agréable à faire. Donc la grande hâte est de vous en parler parce que j'imagine que dans les médias, surtout dans cette période de rentrée qui sera pas mal chargée, les autres podcasts, les autres sites internet, les vidéastes, etc. ont pas forcément beaucoup de temps de traiter Famicom Detective Club. Eh bien, je nous engage ici dans la cartouche à en parler et à lui donner une place conséquente parce que c'est une très chouette surprise. Éditorialement parlant, on va aller dans cette direction-là.
Voilà pour ce 121e épisode de La Cartouche. Mon cher Lou, ça a été un plaisir de le faire avec toi, un petit épisode estival comme ça, entre les cocotiers, avec peut-être une petite limonade sur le bar. En tout cas, je nous le souhaite et je vous le souhaite. N'hésitez pas à participer au concours lacartouche@blueprint.pm, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à lui mettre un certain nombre d'étoiles. Je spoil un petit peu une annonce de la rentrée, mais à partir de la rentrée, il devrait être possible de soutenir financièrement La Cartouche, ainsi que Blueprint qui produit ce podcast et bien d'autres, à travers un petit système. Pas à la Patreon, vous n'aurez pas de compensation, c'est vraiment juste une petite tirelire, si jamais vous le souhaitez, donc c'est pas encore disponible, mais préparez-vous, voilà. Préparez peut-être, que sais-je, votre carte de crédit ou votre compte PayPal, si vous le souhaitez, si vous en avez économiquement les moyens, ne vous mettez pas évidemment dans le malaise pour ça, mais vous aurez la possibilité de faire des dons réguliers ou uniques à Blueprint, notamment pour La Cartouche. Donc gardez cela en tête. Et puis il y aura peut-être d'autres surprises également pour la rentrée. Pas d'épisode de La Cartouche d'ici le mois de septembre. Par contre, vous pouvez continuer à écouter le Rétropondeur, dans lequel des gens continuent de nous laisser des messages. Des gens qui sont ni Lou ni moi. C'est la petite surprise estivale. Allez découvrir qui est dans le répondeur du Rétropondeur pendant tout l'été. Plein d'épisodes, le rétro continue pendant l'été et ça c'est chouette. On vous donne rendez-vous en septembre, voilà, pour une nouvelle saison de La Cartouche et du Rétropondeur aussi, où nous serons tous les deux, Lou et moi, de retour à l'intérieur de l'émission. Et puis voilà, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, des bisous.